C'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Bienvenue dans Métropolitique, le podcast qui transporte au cœur des réseaux ferroviaires et vulgarise les transports urbains sans jamais oublier leur dimension politique et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Quand ce n'a pas été pensé à l'origine, le rétrofit, comme on dit, c'est-à-dire l'installation a posteriori de ce type d'équipement, est d'une grande complexité. Il a travaillé entre autres sur le tunnel sous la Manche, le métro de Dubaï et le tramway de Bucarest. La sécurité, elle est essentiellement dictée par des normes. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Aujourd'hui dans Métropolitique, le métro du futur. Des trains où la température est mieux maîtrisée et où l'humidité également est mieux maîtrisée, c'est quelque chose qui sera systématique à l'avenir. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on n'est probablement pas loin de l'asymptote, c'est-à-dire du maximum d'efficacité énergétique dans l'utilisation de l'électricité. Et c'est en changeant de technologie que l'on va déplacer l'asymptote. Avant d'évoquer le futur du métro et le métro du futur, pouvez-vous nous rappeler les origines de ce mode de transport ? Tout à fait, il faut remonter au 19e siècle. Un peu d'histoire ne nuit pas. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'invention du chemin de fer. Et du chemin de fer à vapeur, originellement, avant d'être électrique. On était avec des capitales, des grandes villes, dont la surface était très encombrée, probablement à un niveau dont on n'a pas idée aujourd'hui. Charrettes à bras, charrettes tirées par des chevaux, omnibus, y compris sur rail. Et donc, cet encombrement a fait naître l'idée de faire passer une partie des transports, de la mobilité, sous terre. Et sous terre avec, tenez-vous bien, des trains à charbon et à vapeur, comme le premier métro de Londres qui date de 1862. Donc, inutile de dire que le charbon et la vapeur sous terre, ça fait pas forcément bon ménage. Mais fort heureusement, le 19e siècle, la fin du 19e siècle, est également l'époque de l'invention de l'électricité industrielle, ce qu'on peut appeler aussi l'électrotechnique. Et immédiatement, le métro a profité de cette avancée technologique et s'est électrifié. Donc, on a eu la convergence entre les technologies de l'électricité industrielle et aussi de celles des mines. Les mineurs étaient très avancés. Les techniques de creusement, de ventilation, d'épuisement, de congélation des sols, même pour creuser dans les limons, ont permis d'envisager de creuser sous le sol des villes. Les limons ? Les limons, ce sont les alluvions qui sont dans le lit et à proximité du lit des rivières, et qui sont très meubles, qui n'ont pas de tenue mécanique et dans lesquels il est très difficile de creuser. Et donc, les mineurs, qui étaient des gens très inventifs et qui connaissaient ce genre de situation, savaient congeler les sols de façon à creuser dans la glace plutôt qu'à creuser dans du sable imbibé d'eau mouvant. Ça serait l'objet d'une autre rubrique. Les trains, donc les rames, appelons-les comme aujourd'hui, offrait un confort qui était peut-être rustique, mais réel, des sièges individuels, en bois, d'accord, mais on était censé avoir un équilibre déjà entre les debout et les assis. La fermeture télécommandée et simultanée de toutes les portes, ce qui n'existait pas sur les premiers chemins de fer. Donc on avait un engin souterrain qui rassemblait le meilleur des technologies de la fin du 19e siècle. De là à parler de confort, vous y allez peut-être un peu fort. Les sièges du métro parisien des années 30 sont quand même assez désagréables. Alors ils sont raides, le dossier est très vertical, mais il faut prendre en compte qu'on n'est pas censé y rester longtemps. Donc c'est un compromis entre le nombre de places assises et la durée de la pénibilité, si on peut dire. Ensuite, il a fallu attendre l'après-guerre, mais l'après-seconde guerre, comme s'il y avait eu une période de glaciation dans les innovations dont le métro a profité. Donc il a fallu attendre l'après-deuxième guerre pour voir apparaître des métros sur pneus, qui a été vraiment une révolution technologique. Et puis après cela, il a encore fallu attendre une 40aine d'années pour que les rames offrent une intercirculation entre les wagons, permettant aux gens de se répandre plus harmonieusement dans la rame. C'est-à-dire que la rame entière est ouverte, quoi. C'est voilà, un des termes que l'on rencontre dans la littérature, c'est le métro boa, une sorte de gros serpent continu. On peut passer d'un wagon à l'autre.
Ce qui diminue un peu la sensation de claustrophobie éventuellement pour Absolument, certains usagers. tout à fait, et qui aussi, le soir, renforce l'impression de sécurité parce qu'on se sent moins enfermé dans un wagon étroit. Et puis la dernière révolution, il y en a quand même, c'est l'automatisation qui est apparue à partir des années 90-2000 et qui, supprimant le conducteur, on pourrait en parler dans une autre rubrique, a apporté son lot d'efficacité renforcée. Tout cela, ça cache un champ de modernité qui est la signalisation, c'est-à-dire la signalisation, ce sont des signaux lumineux de plusieurs couleurs que l'on voit encore sur pas mal de lignes, mais qui étaient figés, et il a fallu faire sauter ce verrou de cette signalisation fixe qui limitait le nombre de trains pour arriver aux solutions d'aujourd'hui qui permettent aux trains de se rapprocher. Mais on y reviendra. Effectivement, la signalisation, c'est peu visible, mais ça reste un champ de modernité. Est-ce qu'il y en a d'autres que les usagers ne voient pas forcément ? Le principal, peut-être parce que c'est une part de mon métier, c'est l'alimentation électrique. Dès le début, on était avec des trains qui se déplaçaient mus par l'électricité, et ce n'est pas une nouveauté de dire que l'électricité est non polluante à l'endroit où on l'utilise, pas nécessairement à l'endroit où on la produit, ça c'est un autre sujet. Et donc elle offre aussi une très grande souplesse, c'est-à-dire que faire varier la vitesse, accélérer, freiner, un train électrique est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile qu'avec un train à propulsion thermique avec un moteur diesel ou à charbon, etc. Donc l'électricité porte en elle une grande souplesse d'utilisation et des rendements qui se sont améliorés au fil du temps. Alors on appelle le rendement le rapport entre l'énergie que l'on envoie à un mobile pour se déplacer et la quantité de mouvement que cela génère. Eh bien, aujourd'hui, on peut considérer qu'on n'est probablement pas loin de l'asymptote, c'est-à-dire du maximum d'efficacité énergétique dans l'utilisation de l'électricité, mais il a fallu plus d'un siècle pour y arriver. Et les dernières innovations en la matière, ce sont les moteurs à aimant permanent et le freinage par régénération. Ça, c'était connu depuis longtemps. C'est-à-dire que tout moteur peut être converti instantanément avec une inversion de son branchement en une génératrice capable de transformer l'énergie cinétique d'un train que l'on veut faire freiner en énergie électrique, donc générée par le moteur devenu génératrice. Vous parlez d'asymptote, donc par définition on ne peut pas la dépasser, mais il semblerait qu'à force d'innovation, cette limite supérieure ait été relevée à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire qu'on ne pourra pas aller plus loin? Donc effectivement, chaque niveau technologique porte en lui son asymptote, et c'est en changeant de technologie que l'on va déplacer l'asymptote. Aujourd'hui, le freinage par régénération, qui existe depuis l'invention de l'électricité, se faisait par dissipation du courant de freinage dans des rhéostats, dans des résistances. Donc tout ça, ça partait en chaleur, donc c'était perdu. En plus, la chaleur, on ne sait pas comment faire. Depuis quelques années, depuis quand même une trentaine d'années, on sait réinjecter l'électricité générée lors du freinage sur l'alimentation de la ligne, de façon à ce que d'autres trains qui sont en phase d'accélération puissent utiliser cette électricité de régénération des trains qui freinent. Donc ça permet d'économiser environ 25% sur une journée de l'énergie consommée. Mais alors on peut faire mieux. On peut faire mieux grâce au mariage, à la dynamique entre les nouvelles signalisations qui permettent l'automatisation et l'optimisation des moteurs et qui deviennent des génératrices. Alors je m'explique. L'automatisation permet de faire circuler les trains avec des synchronisations entre les trains qui accélèrent et les trains qui freinent. Donc ça se fait par un programme d'exploitation qui fait tourner tous les trains d'une ligne simultanément et de manière harmonieuse, de sorte que les trains qui accélèrent pourront, statistiquement, profiter au mieux de l'énergie réinjectée sur la ligne par les trains qui freinent. Ainsi, on considère qu'aux heures de pointe, là où il y a le plus de trains, où là donc la probabilité d'avoir un train qui accélère pendant qu'un autre freine à proximité est maximale, eh bien on peut atteindre 40% d'économie d'énergie par rapport à une ligne conventionnelle qui ne bénéficierait pas de ces avancées. Et cette technologie dont vous parlez, elle est classique dans tous les métros des grandes capitales ? Alors, elle nécessite deux composantes principales, 2 ou 3. Un, des trains qui savent bien régénérer, c'est-à-dire dont les moteurs deviennent des génératrices efficaces quand on les inverse. 2, un système de signalisation ou d'automatisation qui va synchroniser les trains
qui accélère et qui freine. Et 3, un réseau électrique au niveau du train qui permet d'absorber ces variations de tension générées par les trains qui freinent et accélèrent. Donc, tous les réseaux n'en bénéficient pas. Il faut un corpus technique moderne, avancé, pour être dans cet usage vertueux de l'électricité. Et en dehors du champ technique, est-ce qu'il y a d'autres domaines où le progrès est sensible? Oui, il y a un domaine qui est partie prenante de notre vie de tous les jours et qui reflète le mode de vie d'une population, c'est l'architecture. Et quand je dis architecture, c'est pas seulement le coup de crayon du designer, c'est la conception des volumes, l'intégration des systèmes de transport, des stations, des viaducs dans la ville, la façon dont on conçoit les accès, de façon à ce que on brise cet aspect anxiogène qu'il y a à aller sous terre pour se déplacer. Donc, si l'on regarde le contraste entre les lignes anciennes et les lignes modernes, et en particulier, je parlerai des lignes souterraines parce que c'est là que l'impact sur l'individu est le plus fort. Les stations des lignes anciennes étaient des volumes excavés plutôt faibles, plutôt mal éclairés, avec des couloirs tortueux, avec des quais étroits, avec des couleurs, avec du bitume noir sur les quais, enfin tout ça renforçant une impression d'enfermement et de tristesse, pour ne pas dire pire. À partir de quand des considérations de confort pour l'usager ont-elles été prises en compte? Eh bien, si on pense au métro parisien, que je connais bien, la révolution architecturale, elle s'est faite au moment de la création du RER, et en particulier du RER A, quand il s'est agi de réunir une ligne de banlieue qui venait de l'Est avec une ligne de banlieue qui venait de l'Ouest par un tunnel central, tel qui a donné le réseau que l'on connaît aujourd'hui, dans des stations comme Aubert. Aubert présente une énorme cavité souterraine, mais avec une hauteur sous plafond importante, à tel point d'ailleurs qu'on y fait des manifestations culturelles, sportives, etc. Et on s'y déplace en comprenant où on va et d'où l'on vient, plutôt que de suivre un jalonnement par une signalétique fixe où finalement on ne sait jamais exactement où on est, on suit un itinéraire. Donc ça, c'est la révolution architecturale des stations souterraines. On est dans les années 70. Ça s'est prolongé. Si l'on regarde la ligne 14 parisienne, de nouveau une référence parisienne, d'emblée, les stations ont une architecture totalement différente de celle d'aujourd'hui. En particulier, on a systématisé déjà des grands volumes au-dessus des quais, et puis une mezzanine qui, lorsque l'on arrive de la surface, donne un étage, si l'on veut, un étage intermédiaire avant d'accéder au quai. Et à partir de cet étage, on voit les voies, on voit la ligne, on comprend en fait où l'on est, on comprend la ligne qui va dans un sens, la ligne qui va dans l'autre sens, et donc on a l'impression de mieux maîtriser son environnement, et ce n'est pas qu'une impression. Ensuite, ce qui s'est significativement amélioré en termes d'architecture des stations souterraines, c'est l'éclairage, c'est la signalétique, et puis, un point important, c'est la mécanisation des accès. La mécanisation des accès, c'est le terme générique pour parler des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, et tout ceci tend à réduire la pénibilité du voyage. Effectivement, tous ces dispositifs facilitent le transport, mais peut-être pas pour tout le monde. Ah, je vois bien à qui vous faites allusion, et à juste titre d'ailleurs. Vous entendez probablement parler des PMR, des personnes à mobilité réduite. Ça mérite d'ailleurs de les caractériser. On pense aux femmes enceintes, on pense aux poussettes. Se déplacer avec une poussette dans le métro, c'est compliqué. Et puis après, on a les gens qui souffrent d'un handicap physique, les convalescents, les gens avec des béquilles, les enfants pour lesquels les accès peuvent être compliqués. Alors effectivement, il faut penser à cette population qui est importante. On considère que c'est plus de 10% de la population qui a besoin d'une aide à se déplacer. Alors si vous regardez les lignes anciennes, effectivement, rien n'était prévu. Rien n'était prévu pour ces populations. Paradoxalement, à une époque, au début de l'histoire du métro, où on sortait des guerres, et où il y avait ce qu'on appelait des gueules cassées, c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'incapacité de se rendre dans le métro parce que unijambistes, parce que blessés de guerre, parce que, etc. Et il a fallu des années et des années pour que cette partie de la population, significative encore une fois, soit réellement prise en compte et que l'on mécanise les accès. Donc aujourd'hui, sur une ligne nouvelle,
ça fait partie du cahier des charges, c'est systématiquement pris en compte dès la conception, c'est-à-dire qu'on va de la surface à chacun des 2 quais avec un moyen mécanisé, qu'il soit une cascade d'escalier mécanique ou un ascenseur. Mais pour les lignes anciennes, la mécanisation de lignes anciennes est un long combat qui est encore largement à mener. Beaucoup de lignes historiques du métro parisien et d'autres métros dans le monde ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Alors, les raisons sont multiples, c'est-à-dire concevoir un escalier mécanique ou un ascenseur alors que la station a été construite, que le bâti en surface s'est développé, les émergences en surface d'un escalier mécanique ou d'un ascenseur sont bien souvent compliquées à insérer. Un autre exemple, entre le tunnel du métro et la surface, on côtoie souvent les égouts. Est-ce qu'on peut faire traverser facilement l'escalier mécanique, à l'escalier mécanique, la conduite de l'égout? Vous voyez, enfin, le sous-sol est très encombré. Quand ce n'a pas été pensé à l'origine, le rétrofit, comme on dit, c'est-à-dire l'installation a posteriori de ce type d'équipement, est d'une grande complexité. Les réseaux sont conscients de ce fait, les réseaux le font, mais à vitesse réduite. Quels ont été les acteurs qui ont fini par convaincre les ingénieurs et les autorités organisatrices de prendre en compte les PMR? Ça ne s'est pas fait tout seul, et en fait, il faut rendre hommage aux associations qui se sont montées et qui ont lutté, le terme n'est pas surfait, pour faire entendre leur voix et imposer dans la conception, dès la conception des stations, l'accès à cette partie de la population. Alors, il y a eu de grosses résistances parce que, bien souvent, l'ingénieur regarde les coûts. Alors, il n'est pas le seul coupable, hein. Au-dessus de l'ingénieur, il y a celui qui paye, il y a l'autorité organisatrice, et les surcoûts sont réels. Un escalier mécanique, un ordre de grandeur, de 6 à 8 mètres de dénivelé, permettant 2 personnes de front, ça va vous coûter 250 000 euros. Donc, si vous en mettez 4 par station, faites le compte, multiplié par 50 stations, etc. Donc, c'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Et cette lutte continue pour la mécanisation des lignes existantes. Là, le combat est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile, mais il y a là des raisons objectives, techniques, qui freinent la généralisation de la mécanisation des accès. C'est compliqué. Cet épisode s'appelle le métro du futur, donc a-t-on fait le tour du panorama historique? Puisqu'on parlait des utilisateurs sous l'angle social, je vais répéter une phrase qui m'est chère, c'est-à-dire qu'un métro n'est pas un objet technique, mais un objet socio-technique. Donc on a vu l'aspect social par les utilisateurs, on peut évoquer l'aspect social par ceux qui font fonctionner le métro, à savoir ceux qu'on appelle communément les exploitants et les mainteneurs. Le métier de conducteur de métro a beaucoup évolué, et il a beaucoup évolué jusqu'à disparaître. Là, c'est un paradoxe. Il y a un autre métier qu'on ne voit pas, c'est celui du régulateur, celui qui est dans un PCC, un poste de commande centralisé, et qui, grâce à la concentration des informations qui remontent du terrain, du mouvement des trains, l'endroit où sont les trains, l'état des stations, les incidents voyageurs, que sais-je encore, a une vision globale d'une ligne et permet au mieux d'adapter l'offre de transport, c'est-à-dire le nombre de trains qu'on va envoyer, leur fréquence, en fonction de la situation réelle. En particulier, ces métiers que l'on ne voit pas sont fondamentaux pour régler les incidents. Imaginons qu'on a un métro qui est arrêté pour une panne quelconque ou un incident voyageur. Il faut absolument reconfigurer très rapidement l'exploitation de façon à neutraliser une section de ligne où le métro en panne est arrêté, et de façon à reprendre un service dit partiel, où on fait tourner les trains en amont et en aval de l'incident. On peut très bien imaginer que modifier une exploitation où tous les trains vont de bout en bout sans incident à une interruption avec un retournement intermédiaire, ça demande une grande maîtrise de son environnement et des possibilités offertes par la technique. Donc ces métiers se sont professionnalisés, se sont améliorés grâce en particulier à la capacité de faire remonter des informations de terrain en temps réel, de façon à avoir une capacité de prise de décision la plus rapide possible, et avec aussi des moyens de communication qui permettent d'échanger avec les conducteurs et de ne pas en faire simplement des exécutants aveugles en leur donnant des informations sur la véritable situation à laquelle ils sont confrontés. Michel, à vous entendre, on pourrait croire que le métro est un concept abouti,
pour lequel le progrès est déjà derrière nous. Donc revenons à la question du jour. À quoi pourrait ressembler le métro du futur? Bien, mais au risque de ne pas vous faire rêver, je n'imagine pas que les progrès venir auront le même impact sur le métro d'aujourd'hui qu'a eu le TGV sur le chemin de fer. Mais on peut quand même tracer des pistes où l'innovation sera porteuse de progrès, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais vous citer un certain nombre de domaines où on ne peut que faire mieux et on fera mieux. En particulier, déjà, la capacité. La capacité, qu'est-ce que c'est? C'est combien de personnes peut-on transporter par heure et par direction. Pour cela, il faut mettre plus de rames simultanément sur les rails aux heures de pointe. Ça veut dire bénéficier encore plus des automatismes de conduite qui permettent de rapprocher les trains les uns des autres et en augmentant la vitesse. Vous prenez la contradiction. Plus de trains qui vont plus vite, plus de trains proches les uns des autres qui vont plus vite. Il faut être capable de contrôler les freinages en sécurité, les distances de sécurité. Donc là, il y a une contradiction très forte que la technique va permettre de résoudre encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Il faut adapter le métro au rythme de la ville. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, c'est une évidence, on ne vit pas comme il y a 50 ans ou comme il y a 80 ans, c'est-à-dire que les déplacements domicile-travail sont plutôt des déplacements triangulaire, domicile, travail, consommation, loisirs et de nouveau domicile. Donc on a remplacé des déplacements pendulaires par des déplacements triangulaires ou quadrangulaires. Il faut que le métro offre de la capacité de transport sur des plages journalières élargies et qui correspondent au moment où on a besoin. À quoi servirait d'aller de son travail au cinéma en prenant le métro et de ne pas être capable de rentrer chez soi en métro? Donc là, voilà, il faut que le métro s'adapte au rythme de la ville. Et d'ailleurs, l'automatisation qui enlève la contrainte d'avoir suffisamment de conducteurs en permettant d'envoyer des trains quand on en a besoin, par exemple à la sortie d'un match de football ou d'un concert. Eh bien, ça reflète exactement ce que j'entends par s'adapter au rythme de la ville. Également, la disponibilité. Ceux qui prennent les transports au quotidien, à Paris et dans de nombreuses villes dotées d'un métro, souffrent du manque de fiabilité, c'est-à-dire les pannes, c'est-à-dire les trains qui ne font pas leur service complet. Donc, ça, c'est un enjeu qui est réel et qui est quotidien. Et c'est l'automatisation qui va paradoxalement permettent d'y répondre. Alors pourquoi paradoxalement? Parce que l'automatisation, c'est plusieurs couches de techniques complexes. Alors on peut dire, plus il y a de techniques, plus je m'expose à des pannes. Oui, mais parce que les exigences de sécurité sont associées à des exigences de disponibilité, la conception et la fabrication des métros et de tout ce qui permet leur mouvement, c'est-à-dire l'alimentation électrique, la signalisation et bien d'autres choses, se durcissent en termes d'exigences de sécurité et de fiabilité. Donc on va avoir des redondances, on va avoir des systèmes plus éprouvés qu'antérieurement avant leur mise en service, de façon à réduire les pannes et à augmenter la disponibilité. Une ligne de métro qui offre une disponibilité de 84% comme, on va dire la ligne 8 du métro parisien aujourd'hui, eh bien c'est tout bonnement inacceptable pour l'utilisateur. 16% de trains qui ne roulent pas, ça veut dire des gens qui s'entassent sur les quais, des gens qui s'entassent à bord des trains, et ça, ce n'est pas acceptable. Également, un domaine où on va améliorer la situation, c'est la sécurité. Je viens de l'évoquer, mais la sécurité, elle est essentiellement dictée par des normes qui durcissent sérieusement tous les critères de conception. Par exemple, quand il s'agit de métro avec des tunnels, on a des exigences sur la détection de l'incendie et aussi sur la lutte contre l'incendie et l'évacuation des fumées. Ceci existe déjà, mais va continuer de se durcir et avoir une plus grande efficacité. Alors, juste un exemple. En cas d'incendie, ce qui est dangereux, c'est les fumées qui asphyxient. Et il faut être capable de générer des bulles d'air non polluées par la fumée par une gestion intelligente des systèmes de ventilation. En gros, on va inverser les ventilateurs ou les faire fonctionner dans le sens qui va bien, de façon à maintenir la fumée hors des endroits où un train serait arrêté en tunnel avec du personnel à bord, par exemple. Tout ceci est important, mais quid de la satisfaction du voyageur? Le voyageur, ce qui l'importe, c'est, dans un premier temps, d'arriver sur le quai en ayant compris son parcours entre la surface et le quai, donc la bonne direction, etc., surtout dans les stations complexes. Mais lui, il veut une espérance d'attente
fiable et constante. L'espérance, c'est une notion mathématique qui, dans le cas qui nous intéresse, correspond à la moitié de l'intervalle. Si on exploite un métro à 3 minutes d'intervalle, l'espérance d'attente, c'est 1 minute 30. Eh bien ça, il faut que ce soit vérifié parce qu'on sait qu'on arrive sur le quai, en moins de 2 minutes, on va avoir un métro qui arrive à l'heure de pointe. Et ça, c'est réconfortant. On n'a pas de souci à se faire, on ne regarde pas sa montre, on fait confiance. Alors ça, c'est vraiment un des critères les plus importants que d'ailleurs les sondages confirment à chaque fois que l'on questionne les utilisateurs. Les incidents également. Rien de plus pénible que d'être bloqué en tunnel avec les annonces rassurantes du conducteur qui nous demande de patienter. Et puis, si la lumière s'éteint, et puis si la climatisation, la ventilation s'arrête, ça devient rapidement très, très pénible. Donc ça, il faut lutter contre ces aléas du quotidien. Également, le voyageur sera satisfait s'il n'est pas tassé dans la rame. Les taux d'occupation des rames se normalisent. Quand on conçoit une ligne de métro, on la calcule avec des taux de 4 personnes au mètre carré, 6 personnes au mètre carré. Là, je vous demande de faire l'exercice. Dessinez un mètre carré au sol et mettez-vous à 6 sur ce carré. Vous verrez la promiscuité que ça impose. Donc, réduire le taux d'occupation des rames, ça veut dire, c'est la conséquence de ce qu'on a évoqué antérieurement, c'est plus de rames, de façon à moins tasser les gens à bord. Également, on a plus d'informations voyageurs. Ça, il y a un effet cliquet. Quand on donne plus d'informations, on va donner quelques exemples, et si ce système d'information en temps réel ne fonctionne plus, on ressent un manque. On ne peut plus revenir en arrière. Par exemple, quand on est sur le quai, on est avec un métro automatique, on a des porte-palières. Au-dessus des porte-palières, il y a des écrans qui vont vous dire quels sont les wagons les plus chargés, de façon à ce que vous puissiez mieux vous répartir sur le quai et plutôt monter préférentiellement dans un wagon moins chargé qu'un autre. Donc ça c'est de l'information intéressante. Et puis, simultanément, quand vous êtes à bord du train, aujourd'hui, on a des informations qui vous disent à la station où vous allez descendre, à l'approche de la station, quelle est la sortie qui vous importe. Par exemple, on est capable de donner l'information qu'il fallait plutôt vous diriger vers le milieu du quai ou la tête ou la queue du quai si vous voulez la sortie qui va vers l'opéra ou le stade de football. Donc ce sont une mosaïque de petites informations qui s'ajoutent les unes aux autres et qui font que on est moins passif, on est moins, entre guillemets, victime du système quand on est un voyageur. Autre élément de satisfaction du voyageur, c'est le confort, et le confort dans les termes de secousse, vibration, silence, éclairage, la surface vitrée, même si on est en tunnel, quand on arrive en station, on aime bien voir ce qui se passe. Et puis la largeur des portes, par exemple, pour faciliter les échanges. Une somme de petits éléments qui, mis bout à bout, facilitent la vie du voyageur. Et puis il y a un élément qui est important et qui est une contrainte quand il est mal maîtrisé, c'est la billettique. Alors, billettique, ça commence par l'achat du titre de transport, sous une forme ou sous une autre, et le contrôle d'accès, c'est-à-dire comment j'entre dans le système de transport et comment j'en sors. On peut imaginer, ça existe, des contrôles à l'entrée, un contrôle à la sortie. Et là, la tendance est à la dématérialisation. Le ticket papier a quasiment disparu, même s'il garde une pertinence pour des voyageurs occasionnels ou des gens qui n'auront pas un smartphone parce que tout le monde n'aura pas un smartphone, ou même des enfants en très bas âge ou des personnes âgées. Et donc là, il y a des éléments de satisfaction du voyageur à gagner, à améliorer. Par rapport à la dématérialisation des titres de transport, comment expliquer le retard qu'a le métro parisien par rapport aux Pays-Bas ou la Suisse? Bien, on peut s'en plaindre, on peut le déplorer. Et puis aussi, on peut avoir un regard un peu indulgent. L'indulgence, je la situerais dans le volume des évolutions à faire. Il y a plus de 400 stations de métro à Paris. Et donc, la moindre modification du dispositif de contrôle d'accès au sens large est une opération de grand volume et de coûts. Et tout cela, simultanément, avec des technologies qui évoluent. Les possibilités offertes par un smartphone depuis 10 ans sont énormes, se sont démultipliées. Donc, c'est pas facile pour un opérateur de suivre cette évolution. Néanmoins, il faut aller dans le sens d'une simplification, d'un changement de philosophie. Pourquoi ne pas généraliser le paiement à la distance réellement parcourue, qui reflèterait l'utilisation qu'on fait du transport? Et pourquoi pas, ça fait grincer quelques dents, également à l'heure de l'utilisation. Utiliser les transports à l'heure de pointe, on n'a malheureusement pas toujours le choix, coûte plus cher que de l'utiliser aux heures creuses, puisque c'est à l'heure de pointe qu'on mobilise
toute la force de frappe, si l'on peut dire, de la capacité de transport. Donc, immanquablement, ça coûte plus cher. Dans ce métro du futur que vous nous décrivez, on a parlé de la technique, on a parlé de la satisfaction du voyageur. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions que le voyageur ne peut pas voir? Oui, il y a une dimension citoyenne qui est celle du voyageur contribuable. Il faut payer pour construire un système de transport, il faut payer pour l'exploiter, il faut payer pour le maintenir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne prenait pas cette dimension économique en compte, mais aujourd'hui, elle a été formalisée, en particulier sous l'impulsion de ce qu'on appelle l'éco-conception. L'éco-conception, ça veut dire prendre en compte, dès le premier trait de crayon, le premier mouvement de souris, pour dessiner un système de transport, de ce que ça va coûter à la construction, les matériaux, les mouvements de terre, de ce que ça va coûter à l'exploitation, c'est-à-dire l'énergie, les coûts de maintenance, le recyclage, la rénovation de mi-vie ou de fin de vie des équipements usés ou obsolètes, et le recyclage des matières. Tous ces aspects étaient morcelés. Ils sont pas nouveaux, mais ils étaient morcelés et chaque métier optimisait ses coûts avec ce dont il héritait une fois que le métro était construit. Aujourd'hui, l'éco-conception donne les bases du coût de cycle de vie généralisé d'un système de transport dès sa conception et jusqu'à sa réforme. Alors, on ne réforme pas une ligne, on réforme les équipements que l'on remplace, les trains, les traverses, les rails, etc. Le coût de cycle de vie complet est pris en compte pour une meilleure économie dans le long terme et un meilleur respect de l'environnement dans le sens de moins de consommables, moins de déchets et une meilleure gestion de la durée de vie. Pour conclure cet épisode, pouvez-vous nous dessiner les derniers traits du portrait robot de ce métro du futur? Oui, on peut se risquer à cet exercice de prospective. Alors sans hiérarchie, sans priorité, quelques idées en vrac. On pourrait penser à la systématisation d'une alimentation électrique en 1500 volts par troisième rail. On va pas rentrer dans un cours d'électricité, mais c'est quelque chose qui n'est pas courant aujourd'hui et qui va dans le sens d'une meilleure efficacité énergétique. L'énergie va être de plus en plus rare et la façon de la produire également. Donc là, il faut faire un effort. On pourrait penser à la sécurité et à la régularité, ce qui dicterait que tous les quais soient équipés de portes palières, parce que cela, déjà, ça limite les risques de chute, les intrusions à la voie, et ça contrôle les flux des montants et des descendants. Donc, on assure comme ça un temps de stationnement qui est réduit, et donc un intervalle entre les trains qui peut être raccourci, donc plus de trains, donc un meilleur confort s'il y a plus de trains. Également, on va probablement ne plus faire des lignes de métro dont la distance entre les stations serait inférieure à 1000 mètres. Pour mémoire, l'interstation moyenne du métro parisien, historique, est de 450 mètres. C'est-à-dire que vous vous penchez, vous regardez dans le tunnel quand vous êtes sur le quai et vous voyez la station suivante. La ligne numéro 14, donc, qui est le fleuron automatique des lignes de conception moderne, a une distance entre stations qui est de l'ordre du kilomètre. Eh bien, c'est ça le métro du futur. Pourquoi? Parce que ça permet des vitesses plus élevées. Et puis, finalement, marcher, ça fait pas de mal pour aller attraper sa station. C'est-à-dire qu'on va viser des vitesses commerciales qui vont tendre vers les 35 km/h au lieu de 25 aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous me parlez, 35 km/h, 25 km/h, c'est ridicule. Oui, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, une ligne aux stations rapprochées a une vitesse commerciale, c'est-à-dire la vitesse commerciale, c'est celle vue par le voyageur. Je prends mon métro à une station A, qui n'est pas forcément le terminus, et je vais à une station B, qui n'est pas forcément le terminus. J'ai une distance en kilomètres, j'ai un temps, je fais l'opération, la division, et ça, c'est la vitesse commerciale. Eh bien, pour passer de 25 à 35 km/h, il faut des automatismes, certes, il faut des trains qui vont un peu plus vite, on n'a pas trop le temps d'accélérer. Mais il faut surtout des distances entre stations un peu plus grandes qui permettent au train de s'arrêter moins souvent. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la tendance vertueuse vers laquelle il faut aller. On n'a pas beaucoup parlé du climat, du confort thermique. La climatisation est quelque chose qui coûte cher en énergie, mais néanmoins, on a des solutions intermédiaires avant de parler de climatisation. Il est vrai que l'élévation de la température fait que un déplacement dans un train surchauffé, chacun d'entre nous, à titre indicatif, génère à peu près 150 watts de dissipation thermique, un petit radiateur de 150 watts. Donc, si on est 800 dans un train, inutile de vous dire que ça fait de la chaleur. Et donc, des trains où la
température est mieux maîtrisée et où l'humidité également est mieux maîtrisée, c'est quelque chose qui sera systématique à l'avenir. Et un autre point, c'est la pollution de l'air. La pollution de l'air, on n'en a pas parlé parce que ça pourrait mériter un sujet à part entière. C'est les particules. Alors les particules, elles sont générées par le freinage. Quand on freine mécaniquement, eh bien il y a frottement. Mais s'il y a frottement, il y a usure, et donc ce sont des microparticules qui se dispersent dans l'atmosphère. Et puis les lignes anciennes étaient sur ballast, c'est-à-dire le ballast, qu'est-ce que c'est? C'est un tas de cailloux. Et sous l'effet répété du passage des trains, le ballast se réduit en poussière, pour parler simplement. On appelle ça l'attrition du ballast. Et ces poussières de pierres minérales s'ajoutent à un air ambiant qui lui-même, ne l'oublions pas, est prélevé à la surface. Et à la surface, on a tous les véhicules, on a toute la pollution classique des villes. Donc, le métro est quand même au bout de la chaîne, c'est le cas de le dire, et cumule la pollution de la surface et la pollution qu'il génère lui-même. Donc là, il y a un champ de progrès énorme pour améliorer la qualité de l'air qu'on respire quand on prend les transports. La régularité et la résilience aux aléas, ça sera vraiment une des caractéristiques du métro de demain, c'est-à-dire être moins sensible aux aléas, déjà parce qu'il faudra moins d'aléas. On a dit pourquoi les automatismes étaient vertueux dans le sens où ils imposaient des équipements qui résistaient mieux aux pannes avec plus de redondance, donc meilleure régularité, une plus grande résilience aux aléas, et puis être capable d'offrir une grande capacité de transport, non seulement à la pointe, mais à tout moment où on en a besoin et avec une amplitude journalière augmentée. Et puis, sujet qui a déjà été évoqué, mais ça fait partie du métro de demain, c'est l'architecture des stations. Quand on va visiter un métro récent, voyons la ligne 14 et ses prolongements, le métro de Dubaï et d'autres que je pourrais citer, on voit l'effort architectural et le confort que cela procure aux utilisateurs. Là, il y a un champ d'amélioration qui est très très important pour se déplacer dans les villes demain. En attendant l'arrivée du métro du futur, vous pouvez mettre en commentaire des suggestions de thèmes pour les prochains épisodes. On se retrouve à la rentrée avec Michel pour un nouvel épisode de Métro Politique.